électoral des GG, c'est François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes, qui est avec nous. Question du président Maillot. Jacques. Oui, pour ne pas subir la mondialisation, comment concrètement renforcer le marché unique européen et que l'Europe ne soit pas aussi qu'une zone de libre-échange? Vos propositions concrètes. Ça, c'est vraiment un défi majeur. Au fond, on est dans une mondialisation complètement débridée où chacun assume de défendre ses intérêts, chacun sauf l'Europe. Il n'y a qu'en Europe qu'on ouvre tout, qu'on ouvre nos marchés publics, qu'on ouvre notre marché unique. Et le marché unique, nous, on croit qu'il peut être évidemment notre force dans la mondialisation. Nous, on croit à la force de nos entreprises, on croit à l'excellence de nos artisans, de nos ouvriers, de nos agriculteurs. Mais pour qu'ils puissent effectivement lutter à armes égales dans la compétition mondiale, il faut que les règles soient les mêmes pour tous. Aujourd'hui, par exemple, 20% du PIB en Europe, c'est les marchés publics. Et 95% de nos marchés publics sont ouverts à tous ceux qui veulent. Alors qu'aux États-Unis, les marchés publics sont ouverts qu'à 30%. Et en Chine, ils sont complètement fermés. C'est-à-dire qu'une entreprise chinoise peut prendre un marché public en France, alors que jamais la meilleure entreprise française ne pourra prendre un marché public en Chine. Et nous, on dit qu'il est temps de sortir de la naïveté. Et là, oui, c'est vrai, il y a des choses à corriger. Et il faut dire maintenant à tous ceux qui veulent échanger avec nous, venez si vous voulez, mais à condition que les règles soient les mêmes pour tous. À condition d'avoir une vraie réciprocité. Et c'est la condition pour rééquilibrer la mondialisation. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vécu en Europe avec un logiciel complètement dépassé qui voulait qu'au fond, la seule chose qui comptait, c'était la concurrence à tout prix. Et cette concurrence-là, elle a tué nos entreprises. D'accord, mais comment vous faites à 27 ? Comment vous inversez les choses et les normes à 27 ? Eh bien, il va falloir peser fort et lourd au sein du Parlement européen. Il va falloir envoyer des parlementaires de combat. Et au sein du PPE, qui est effectivement une famille forte au Parlement européen, il va falloir assumer de construire une Europe qui défende nos entreprises et nos emplois. Et ça veut dire, et je crois qu'il y a un moment pour ça, parce que qu'est-ce qui nous en empêchait aujourd'hui ? Soyons concrets. Aujourd'hui, vous avez d'autres pays en Europe, je pense par exemple aux Allemands, eux, ils ont su se réformer, parce qu'il faut aussi qu'on regarde chez nous. Ils ont su se réformer, ils ont réformé leurs dépenses publiques et ils savent aujourd'hui avoir un plein emploi. Et ils sont compétitifs. Et ils exportent dans le monde entier. Voilà. Donc nous, quand on leur disait, mais ils ne respectent pas les règles européennes. Nous, quand on leur disait, il faut protéger notre marché commun, ils nous disaient, vous êtes gentils les Français, mais commencez par faire les efforts pour pouvoir être compétitifs. Aujourd'hui, les Allemands, ils voient très bien qu'avec la montée de la pression des États-Unis, avec l'agressivité des stratégies de la Chine, par exemple, ils deviennent eux aussi vulnérables. Et que celui qui n'assume pas de défendre ses intérêts, il va se faire marcher dessus maintenant. Donc l'Europe doit mieux protéger. Donc l'Europe doit assumer de défendre ses intérêts, en effet. Ça veut dire pas forcément s'enfermer derrière 4 murs pour en mourir à petit feu. Nous, on n'est pas comme ceux qui, par exemple, au Rassemblement national ou bien à gauche, diront au fond, il faut maintenant se sortir de la compétition mondiale, renoncer à être compétitif. On croit qu'on est capable de rayonner dans le monde. Mais la meilleure équipe du monde, si elle rentre sur un terrain de foot où le terrain n'est pas plat et l'arbitre est corrompu, forcément, elle va perdre. Donc il faut absolument que les règles soient les mêmes pour tous. Et à ce compte-là, on peut jouer le jeu. Parlons un peu de vous, de votre campagne, puisque c'est une première. Vous portez quand même la liste des Républicains. On est à 10 jours du scrutin. Vous êtes heureux, en fait? C'est un costume qui vous va bien? Je sais pas, non, moi j'adore mon métier, j'enseigne la philo depuis 10 ans maintenant. Je m'engage d'abord dans ce débat parce que je crois qu'on a un avenir à sauver. Et au fond, dans la crise qu'on connaît aujourd'hui, je fais partie d'une génération, comme Maxime, on a grandi dans ce monde avec le concept de crise. Partout, on voit de la crise. Et donc, il faut qu'on arrive à sortir de cette situation-là, de ce désespoir politique. Et il faut qu'on apporte une alternative. Et on parle là du défi industriel et commercial. Moi, je vois depuis le début de cette campagne tellement d'agriculteurs qui sont désespérés de la concurrence déloyale qui leur est imposée sans cesse. Il faut enfin qu'on construise une Europe qui sort de la naïveté. D'accord, mais je vois les scores que les sondages vous promettent, c'est plutôt entre 12 et 14%. Alors c'est mieux que les scores du début, mais c'est encore loin de ce qu'a fait par exemple François Fillon au premier tour de la présidentielle. C'est quoi votre objectif ? Mon objectif, c'est de faire le mieux possible. Je me donne le même conseil qu'à mes étudiants. Le score de Sarko en 2008 ? Non, vraiment faire le mieux possible. On a 10 jours devant nous. Et moi, ce que je vois partout en France, ça plafonne pas un peu là en ce moment ? C'est que les Français se reconnaissent pas dans ce faux débat qu'on voudrait leur imposer. Macron-Le Pen, si vous mettez ça bout à bout et que vous regardez les sondages, ça représente un peu moins de 20% des Français au total. Aujourd'hui, il y a 60% des Français qui disent qu'ils veulent pas aller voter. Et moi, je crois qu'on a encore un espace pour dire à ces gens-là, il est temps de construire l'Europe dont on a besoin pour pouvoir nous protéger. C'est pas clair. Oui, mais c'est une question de crédibilité, François-Xavier Bellamy. En 2005, Nicolas Sarkozy et François Hollande posaient ensemble pour dire voilà l'Europe qu'on doit construire, alors que les Français ont dit non. Et derrière, vous faites partie de cette famille politique qui dit aujourd'hui on a fait des... dit non en 2005 d'ailleurs. Mais aujourd'hui vous êtes au sein d'une famille politique qui a continué de construire cette Europe à laquelle dont les Français ne voulaient pas. Donc aujourd'hui, il dit quelle est la cohérence ? Pourquoi est-ce qu'on irait vers cette famille politique de droite qui en fait nous
vous a dit on était idiots, on a mal voté et on a continué à construire l'Europe et aujourd'hui ils veulent la déconstruire. Moi, je veux C'est pas. une question de cohérence. Là, tout le monde est paumé. Là, les électeurs sont paumés. Il y a un problème de clarté. Et c'est pas clair. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la droite qui ne veut plus de cette Europe, elle va vers le Rassemblement national. Non, d'abord, le Rassemblement national, on voit très bien d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui. Il a une politique qui n'est pas du tout de droite, au contraire. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national, vous voyez qu'aujourd'hui, il est rejoint par des militants de la France insoumise. Marine Le Pen elle-même dit qu'il y a des convergences avec la France insoumise. Et de fait, on le voit très bien. Il y a une vision qui est, par exemple, justement, sur ces questions économiques, qui consiste au fond à se dire que il faut se retirer, il faut s'écarter de la capacité qu'on pourrait avoir, au contraire, de rayonner. La clarté de votre famille politique. Mais sur nous, l'Europe. notre projet politique, il est parfaitement clair aujourd'hui. Ah non. Le programme. Si. Pardon, le programme qu'on défend depuis 3 mois, il est parfaitement clair. Ce que je regrette, c'est qu'on ait eu si peu l'occasion de parler de ce débat européen, parce que cette ligne-là, on la porte depuis des mois, et cette ligne, elle est claire, elle rassemble toute notre famille politique. Évidemment qu'on a tiré les enseignements des erreurs du passé, parce qu'évidemment, il y a eu des erreurs dans le passé. Moi, je suis pas là pour juger le passé, mais je suis là pour, comme je vous le disais à l'instant, tenter d'écrire une nouvelle page avec tous mes colistiers. Et on a signé d'ailleurs, tous ensemble, des engagements qui sont très clairs, pour justement sortir de cette Europe qui n'a pas marché et tenter de faire de ce qu'on a pu réussir. Le marché unique, c'est une très grande réussite, mais il est temps d'en faire une force dans la mondialisation. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Europe, trop souvent, nous fragilise au lieu de nous renforcer. On a une question pour vous qui est posée par Nicolas Dupont-Aignan, qui était avec nous hier sur ce plateau et qui voulait vous poser une question directe. Donc la parole à M. Dupont-Aignan. Je vais lui poser la question très simple. Il dit qu'il veut des frontières, mais M. Hortefeux, M. Danjean, tous les membres de sa liste ont voté exactement tous les textes de M. Juncker, tous les textes sur le pacte de Marrakech, avril 2018, l'extension à la Serbie. M. Bellamy nous dit qu'il veut l'Europe des frontières et il a voté tout ce qui supprimait les frontières. François-Xavier Bellamy. Ouais, c'est pas vrai comme vous le dites à l'instant. Non, mais honnêtement, Monsieur Dupont-Aignan, Jean-Frédéric Poisson, qui a fait campagne avec lui pendant des mois, dit que son système c'est le mensonge. Et quand même, c'est quand même ce qu'on est en train de voir ici. Je vais pas revenir en détail. On a parlé du pacte de Marrakech à l'instant. Mais j'ai vérifié sur le site du Parlement européen. Il est vrai que la seule résolution portant clairement sur le pacte pour les migrations sûres, qui était après reliée au pacte de Marrakech, a été adoptée et a été votée par tous les députés et les Républicains, à l'exception de Nadine Morano. Donc vous avez peut-être pas voté directement pour le pacte de Marrakech, mais vous avez en effet voté pour le dossier. Le nom m'a échappé tout à l'heure, j'avais pas assez travaillé, mais le dossier qui s'appelait pour les migrations sûres, et tous les députés LR au Parlement européen ont voté pour. Mais non, je vous ai déjà expliqué le sujet dont on parlait tout à l'heure. Le pacte de Marrakech a été mentionné plusieurs fois dans des textes qui ont été votés au Parlement européen. La seule fois où il a été explicitement mentionné comme l'objet d'une résolution, toute notre famille politique a voté contre. Donc chacun pourra le vérifier. Vous en avez pas marre d'être suivi par un monsieur qui a les cheveux blancs, qui est toujours derrière vous? Je regarde pendant la campagne, Laurent Wauquiez. Pourquoi il est toujours à côté de vous? Et pourquoi j'en aurais marre? C'est le président de notre famille politique et on fait campagne avec lui, bien sûr. Pourquoi il vous suit tout le temps? Mais parce qu'on fait campagne avec toute la famille politique, on est tous rassemblés. Avec Hervé Morin aussi, qui est le président des centristes, et il y a une vraie union aujourd'hui de la droite et du centre. Vous êtes c'est important. partie du centre. C'est important. Mais vous savez, c'est très amusant parce qu'au début de la campagne, d'abord on a fait beaucoup d'actions de campagne avec les colistiers qui ont été investis avec moi, avec Arnaud Danjean, avec Agnès Evren. Et à ce moment-là, on était sur le terrain et personne ne nous contrôlait, personne ne nous suivait, et tous les journalistes disaient Laurent Wauquiez a déserté la campagne. Et maintenant qu'on fait campagne ensemble, tout le monde dit Laurent Wauquiez asphyxie la campagne. Il n'a pas peur que vous preniez trop la lumière? Mais non, ça se passe vraiment très bien. On est vraiment tous rassemblés. Et je crois que ce qui fait l'élan qu'on connaît aujourd'hui, c'est d'abord cette unité retrouvée à droite. Il y a évidemment des gens qui sont partis, il y a des gens qui ont fait d'autres choix. Des gens qui sont au gouvernement. Il y a des gens qui sont au gouvernement, ils ont fait d'autres choix, très bien, ça leur appartient. Mais toute la famille politique de la droite aujourd'hui, elle est rassemblée, elle porte d'une seule voix ce projet. Et c'est vrai que la droite a pu parfois être divisée sur l'Europe, comme la gauche d'ailleurs. Mais aujourd'hui, encore une fois, on a tiré les enseignements du passé et on avance d'une seule voix. Justement, on parlait tout à l'heure d'une manière de nébuleuse qui fait qu'on a la position claire de ceux qui se disent progressistes, on a celle claire de ceux qui se disent populistes, et au milieu, cette place qui pourrait être la vôtre, elle n'est pas suffisamment claire. Vous êtes prof de philo, moi j'aurais voulu connaître de votre bouche, sur le strict point de vue des valeurs, ce qu'est votre France et ce qu'est votre Europe. En quelques mots, de manière à ce qu'on puisse véritablement saisir concrètement votre position et se faire un avis. Moi, la France que j'espère, c'est une France qui puisse effectivement retrouver la capacité d'écrire son avenir au lieu de le subir. Et ça suppose qu'elle affirme
ses intérêts dans la mondialisation, en s'appuyant sur l'Europe. L'Europe à laquelle je crois, c'est pas une Europe qui, comme le pense M. Macron, dépossède les États de leur souveraineté. C'est une Europe qui nous renforce dans notre expression, dans l'expression de nos démocraties respectives. C'est une Europe qui respecte les citoyens. C'est une Europe qui puisse nous renforcer effectivement dans le monde qui se dessine. C'est une Europe qui aide nos pays à maîtriser leurs frontières. C'est une Europe qui aide nos pays à porter des projets plutôt que de multiplier des normes. C'est une Europe aussi qui redécouvre, et ça c'est très important, et ça on est un peu le seul à le dire clairement dans ce débat, c'est une Europe qui redécouvre qu'elle est pas seulement un projet mais d'abord une civilisation. Ma France, c'est une France qui reconnaît qu'il y a une culture française. Alors c'est quoi ça, la civilisation? C'est quoi? Paul Valéry. La civilisation européenne, c'est cette histoire qui a 25 siècles, c'est effectivement l'aventure de la liberté qui naît en Grèce au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'Empire romain qui invente l'égalité de tous devant la loi commune, et puis c'est bien sûr les racines judéo-chrétiennes qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Quand Notre-Dame de Paris brûle, on s'en rend tous compte que cette histoire, elle nous fait, qu'elle est aussi notre présent. C'est ce que dit le Rassemblement national, ça. Ben, je crois pas, non, le Rassemblement national. Si, les racines judéo-chrétiennes affirmées, la menace de l'immigration, l'affronter l'islamisme ou autre, ça, écoutez, c'est ce que dit le Rassemblement national. Quand on fait un débat à la télévision et qu'on demande à tous les candidats quelle est l'Europe pour eux, Jordan Bardella, très bien, c'est son choix. Il vient avec une passoire rouge. Moi, l'Europe pour moi, c'est d'abord une civilisation. Je suis venu avec un livre qui me tenait à cœur, avec l'Iliade de l'Odyssée d'Homère. Et c'est pas pour faire assaut de culture, c'est parce que je crois profondément, et je le dis comme prof, que le grand défi qu'on a à gagner dans nos banlieues, dans nos quartiers, c'est le défi qui consiste à transmettre à tous ces jeunes une culture. Emmanuel Macron nous a dit qu'il n'y avait pas de culture française. Eh bien moi, je crois que c'est ça qui nous mine aujourd'hui. Quand l'Europe a été incapable de dire, et ça fait partie des erreurs qu'on a commises, quand l'Europe a été incapable de dire quelles étaient ses racines, elle a fait une grande erreur. Parce qu'elle s'est interdit de partager, y compris d'ailleurs à tous les gens qui viennent d'une immigration plus ou moins récente, elle s'est interdit de dire ce que ça signifiait d'être les enfants de cette Europe-là. Et je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui on devient... le visage de l'Europe a changé, change. Le visage de l'Europe change. D'ailleurs les inégalités. Est-ce qu'on n'est pas plutôt vers une mixité culturelle, sociale, vers une Europe plus communautariste qu'avant? Et est-ce qu'il n'est pas temps de l'assumer pleinement? Mais c'est le drame qui nous menace, c'est celui que Jérôme Fourquet a décrit dans un livre très important qui s'appelle La France archipel. C'est qu'on est en train de devenir une juxtaposition de communautés qui s'éloignent les unes des autres et qui ne se reconnaissent plus de liens. Mais c'est quoi alors? Quel est le portrait type du Français aujourd'hui dans l'Europe? C'est quoi un Français? Être français et européen, c'est quoi? Être français, mais ça veut dire tout simplement savoir qu'on est héritier de cette culture, d'où qu'on vienne et qui qu'on soit, quel que soit le nom qu'on porte, on est héritier de plein droit d'Homère, de Platon, d'Aristote, on est héritier de Marc Aurèle et on est héritier, c'est vrai, de la tradition judéo-chrétienne. Oui, mais si on est un Français, oui, mais c'est là où ça va pas. Ça veut pas dire qu'on est obligé. Si on est un Français venu d'ailleurs, venu du Maghreb, et alors on est héritier aussi d'une autre histoire. Mais alors, on a sa propre... Cet héritage, il existe aussi. On a sa propre richesse, bien sûr. C'est même notre richesse souvent. Mais personne ne devrait demander à qui que ce soit de renier son histoire familiale. Mais en revanche, être français, ça veut dire entrer pleinement dans cette communauté, la seule communauté qui fonde notre pays, la communauté qui forme précisément des citoyens qui partagent ensemble ce lien. Et on n'a pas besoin d'être aujourd'hui chrétien, on n'a pas besoin d'être français depuis 20 siècles pour pleurer quand on voit brûler Notre-Dame de Paris. C'est ça qui fait la France. Mais Fourquet dit, ça y est, c'est l'archipel, c'est la France morcelée. Bon, c'est déjà trop tard, finalement. Il faut accepter la France telle qu'elle est. Mais non, le grand défi, il est là. Encore une fois, le sujet n'est pas les origines de chacun. Le vrai sujet, c'est la bataille éducative. Moi, je suis prof. J'ai commencé à enseigner en banlieue, dans ces quartiers difficiles, qui sont d'abord... J'ai commencé à enseigner. Rambouillet, c'est pas trop difficile. J'ai commencé à enseigner en zone urbaine sensible, comme beaucoup de jeunes collègues d'ailleurs. Et j'ai été directement au contact de ces jeunes qui sont aujourd'hui directement touchés par la faillite éducative que notre pays traverse, qui est, je crois, le premier problème qui menace notre avenir. Ces jeunes à qui on n'a pas su transmettre une culture commune. Ces jeunes qui, pour certains d'entre eux arrivés en terminale, ont du mal encore à maîtriser la lecture et l'écriture. Ces jeunes-là à qui on n'a pas su dire que la France méritait d'être aimée, que la France méritait d'être rejointe, et à qui on n'a pas su dire ce que ça voulait dire être français. Et vous faites confiance à Jean-Michel Blanquer qui peut porter ce discours? Mais j'ai beaucoup espéré, je dois dire que je vous le dis très simplement, très sincèrement, comme beaucoup de profs d'ailleurs, je suis aujourd'hui désappointé. Je vois cette réforme du lycée qui arrive, qui est une étape de plus, malheureusement, je crois, dans la fragilisation de notre système éducatif. C'est encore moins d'heures de cours, c'est encore moins de transmission des enseignements fondamentaux. Oui. On va obliger les élèves à se spécialiser de plus en plus tôt, alors que pour beaucoup d'entre eux, évidemment, ils n'y sont pas encore prêts. Et je le regrette parce que je crois que sur le fond, Jean-Michel Blanquer porte le bon diagnostic. Je ne suis pas sûr qu'il fasse exactement la politique qu'il avait envie de mener. Du coup, fort ce que vous avez dit, Bilal Hassani, c'est un bon candidat pour la France à l'Eurovision?
Mais encore une fois, c'est non, mais est-ce qu'il représente la France, bien la France à l'Eurovision, fort de ce que vous avez dit, Bilal Hassani? Moi, je crois que quel que soit le nom qu'on porte, on peut être pleinement français, bien sûr. Ce qui fait la France et l'identité française, c'est justement qu'on n'est pas un pays qui définit l'identité par l'ethnie. On est un pays qui définit l'identité par la culture commune et partagée. Et effectivement, tous ceux qui honorent la langue française, tous ceux qui honorent la culture française, tous ceux qui participent par leur génie, par leur créativité à ce qui fait la force de la France sont pleinement français. J'ai aucun problème avec ça. J'ai enseigné en banlieue et ma joie, ma plus grande joie, ça a été effectivement de partager toute la tradition de la philosophie de l'Europe avec des jeunes dont l'histoire familiale venait parfois de bien d'autres régions du monde. Mais il n'y a aucun problème à ça. La question, c'est est-ce qu'on est capable de faire partager ça? Et je me rappelle d'Emmanuel Macron qui, à Marseille, avait fait un grand discours en disant « Je vois des Comoriens, je vois des Algériens, je vois des Tunisiens ». Ben non, c'est une immense erreur. Il ne faudrait voir que des Français. Et il ne faudrait que ces jeunes qui grandissent en France ne puissent se voir que comme Français. Sinon, c'est même pas la peine de prétendre qu'on lutte contre l'islamisme. D'ailleurs, on voit que la République En Marche, vous me disiez tout à l'heure à la pause qu'on avait sur certains points des diagnostics communs. Évidemment, tout le monde veut lutter contre le terrorisme, mais on ne gagnera la bataille contre le terrorisme que si on réussit à lutter contre ce vide intérieur sur lequel prospère dans tellement de nos quartiers l'islam radical aujourd'hui. Merci François-Xavier Bellamy, tête Merci de à liste vous. des Républicains, être passé par le grand oral des JG. Bonne fin de campagne. Merci infiniment. Merci d'avoir été avec nous. Et pour ceux qui s'interrogent pour savoir, parce que je voyais passer quelques messages, si les petits candidats viendront, lundi prochain, c'est François Asselineau qui viendra défendre. Vous avez une question pour François Asselineau? Tiens, François-Xavier Bellamy. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas de petits candidats. Et moi, je crois à la démocratie et à l'ouverture du débat. Et sur sa liste, sur l'UPR. Et une question pour François Asselineau, je voudrais juste lui demander pourquoi il faudrait renoncer à des éléments de la construction européenne qui peuvent être notre force aujourd'hui dans la mondialisation. Et on pense par exemple à ce qu'on a su construire aujourd'hui. Merci François-Xavier Bellamy, bonne fin de infiniment. campagne. Le GG et vous avec Roger Deléraud, c'est parti, c'est tout de suite. RMC, les grandes gueules.